Radio J, 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show. Vous êtes bien sur Radio J dans votre late show de l'après-midi, le Annabelle Show, avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. Abonnez-vous. Nous sommes le 31 octobre 2024, c'est le grand jour pour faire peur, c'est Halloween. Idée costume pour cette année, déguisez-vous en radar. Il paraît qu'avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir nous donner de nouvelles amendes si on n'a pas la ceinture ou si on est au téléphone. Et oui, bientôt avec l'intelligence artificielle, ils pourront même savoir de quoi on parle dans notre voiture ou chez nous et venir nous aligner si on dit des trucs qui vont pas. En Afghanistan, ça existe déjà, ça s'appelle les talibans. Autre idée de costume flippant, et pour faire simple, ils ont interdit aux femmes de chanter, maintenant de parler. Prochaine étape, c'est quoi ? Plus le droit de respirer. Pensez pour elles et en cette journée, car des fois les sorcières, les fantômes, c'est bien mignon, mais par rapport aux vrais vilains de la vraie vie, c'est eux qui nous pompent l'air en fait. Ah, de l'air, ça tombe bien. L'invité que je reçois aujourd'hui est une réserve d'oxygène à lui tout seul. Un souffle, une inspiration, une respiration, un tourbillon d'émotions, un sourire, de l'air, un air qui nous a fait réfléchir, qui nous a fait pleurer, qui nous a fait danser, chanter et rire. On a tous en nous un petit bout de son génie, l'intelligence de la mélodie, la fin de l'envie, la source inépuisable d'énergie. Plus de 60 ans de carrière. Si les Français travaillaient autant que lui, on n'aurait plus besoin de voter des lois pour connaître l'âge de la retraite. Son secret, attention mesdames et messieurs, ce type-là fait comme l'oiseau, il vit d'air pur et d'eau fraîche, il chante comme s'il devait mourir demain. Je n'aurai pas le temps d'évoquer toute cette belle histoire, mais ce grain de voix, ce passant accroché à nos vies nous donne envie de crier vive la vida, car au fond c'est un des meilleurs pour parler de la vie, de l'amour, etc. Bravo monsieur Michel Fugain. Bonjour, salut à tous. Comment ça va Michel ? C'est un vrai plaisir et honneur de vous recevoir dans ce studio. Permettez-moi de vous le dire. Eh ben, je suis très content d'être là. très content d'être là. Je me réveille petit à petit. Parce qu'en ce moment, c'est un peu la course. Je suis un peu vous arrêtez pas là, c'est le marathon des plateaux télé, radio. Oui, ils m'exploitent. Le service de presse m'exploite outrageusement. Mais ça fait rien, c'est bien. On a envie de vous voir, c'est normal. C'est oui, plutôt rassurant. Mais je m'aperçois surtout que j'aime ça, quoi. Ah ouais, et nous aussi d'ailleurs. Non, j'aime ça. J'aime ça parce que à chaque fois qu'on a cette course effrénée à la communication, pour la communication, j'ai un état des lieux, ça fait un état des lieux qui n'est plus là. Vous faites un point sur le métier, ouais. Absolument. Qui a continué, qui s'est arrêté, Voilà, qui a changé. C'est un peu ça, ouais. Ouais, pourquoi pas, en même temps, ça fait du bien de rafraîchir comme ça, de faire la version 2.0, 3.0. Donc, effectivement, vous avez un pouvoir magique, hein, une chanson de vous et puis tout va mieux, quoi. C'est vrai. En tout cas, c'est pour ça que vous êtes... c'est bien, j'aime bien cette définition. Ah bah, écoutez, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, et que je crois pas être la seule. C'est pour ça que vous êtes un éternel jeune homme, plein d'énergie. Je sais pas, en tout cas ça doit contribuer. Hein. Oui, je suis sûr que ça contribue. Ouais. En tout cas, vous êtes un remède à l'obscurantisme. Hein. Et comment se passe donc cette sortie là ? J'imagine que c'est excitant, d'avoir comme ça. Ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que c'est le premier feedback, quoi. C'est-à-dire, voilà, quand on sort un album, moi je le sors un album exactement comme le premier. Hein. C'est-à-dire, alors t'en penses quoi ? Ah oui, c'est une première fois à chaque fois. C'est une première fois à chaque fois. Et je suis assez content, oui. Je suis assez content parce que j'ai des retours très, très positifs, quoi. C'est bien. Putain, c'est un bel album, merde. Il y a des bonnes chansons. Et je soutiens qu'il y a des bonnes chansons. Je crois que j'ai bien travaillé. Effectivement, et moi qui l'ai écouté, je peux confirmer qu'il y a vraiment de très belles chansons. Ça nous fait une pastille comme ça, vitaminée, de feel good comme on dit à l'américaine. C'est joyeux, c'est lumineux. Et puis on réfléchit aussi. Je suis d'autant plus content que c'est feel good, mais que les sujets sont traités dedans. Exactement, c'est ce que c'est-à-dire je les traite en feel good. Voilà, c'est ça. Je les traite avec un sourire, quoi. Mais c'est avec un recul, avec une légèreté sur la gravité de ce qui nous arrive. C'est un truc de l'âge, quoi. non, en fait, hein. C'est un peu de l'humour juif, hein, d'ailleurs, de traiter des sujets graves avec de la légèreté. Voilà, je crois que vous êtes sur la bonne onde. C'est vrai que ça pourrait être ça, ouais. Non, mais alors, du coup, je vous avais entendu parler des paroles, des paroliers. Vous avez travaillé avec des grands, voilà. Des génies. Effectivement. Et vous disiez, de toute façon, les chansons, c'est des milliers de façons de parler des trois sujets principaux, la vie, l'amour et la mort. Oui.
Et donc, je voulais pas mettre la voilà. mort sur l'affiche. Je voulais pas mettre la mort sur mon affiche et sur le disque. Effectivement, je trouve qu'etc. Point de suspension, c'est Oui, poétique. à partir de quel âge commence le etc. Et puis, etc., ça cache plein de choses, ça cache plein de sujets. Bah oui, mais ça trache aussi, c'est aussi une tranche d'âge. Oui, et puis cette tranche d'âge, c'est aussi la transmission, c'est aussi le souvenir. C'est Transmission, le constat, le bilan, l'état des lieux, une fois de plus. Il aurait peut-être pu s'appeler État des lieux, cet album. Trop technique. Ouais, trop technique. Et trop technique. Ça fait un peu trop pièce de théâtre de boulevard. Ouais. C'est vrai que c'est plus joli. La vie, l'amour, etc. Et bah, on a envie quand même d'écouter votre hit. Voilà la première chanson de cet album. La rue du temps qui passe. Dans la rue du temps qui passe, il y a l'école et le lycée. Et sur le trottoir d'en face, le banc des premiers baisers. Des vieux qui font la grimace. Il y a même un bout de plage caché sous les pavés. Vous chantez donc en duo et vous avez écrit en duo cette chanson. Ouais, Avec quelqu'un moi j'aime bien que vous chanter aimez avec. beaucoup. J'aime bien chanter avec ma femme. J'aime bien chanter avec ma femme. J'aime bien chanter pour ma femme. Et tout ça, c'est sur scène, pareil. Hein. On l'a fait ensemble. Il y a les chansons qui sont dans l'album que je lui chante à elle, parce que elle est ma principale source d'inspiration en ce qui concerne l'amour. Voilà. Ça aussi, je crois que ça maintient bien éveillé, bien en énergie. Mais l'intervention de Sanda dans ma vie, c'est énorme, c'est incroyable quoi. Je dis qu'elle m'a sauvé la vie parce que il y a un moment que j'avais plus envie de vivre. Elle m'a sauvé la vie, elle m'a redonné le goût de la création. Elle vous a redonné l'inspiration. C'est-à-dire quand on est en création, on se sent vivre. Oui, mais c'est surtout qu'on est à plein, quoi. On roule à plein. Ouais. On est plein de on est chargé, voilà. Je parlais de votre énergie, vous êtes chargé, voilà, chargé d'énergie. complètement. Ça demande une énergie folle. Ouais. Et c'est. Elle est votre batterie, quoi. C'est tellement gouillant. Elle est votre pile energizer. Ah oui, absolument. D'ailleurs, elle est pas loin parce qu'il faut jamais partir sans sa batterie. Elle est à côté de nous, en coulisses dans ce studio. Se quitte jamais. Et c'est vrai qu'elle est très rayonnante et lumineuse. C'est un soleil. Je confirme que c'est un soleil. Un vrai. Elle est solaire. Voilà. Soleil, qui est un mot qu'on entend beaucoup dans vos chansons. Donc voilà, pas étonnant que vous soyez retourné chercher le soleil. Et donc, votre parolier phare, Pierre Delanoë, il disait le plus important dans une chanson, c'est la musique, mais on a besoin des paroles pour s'en souvenir. Ouais. Et effectivement, ça caractérise assez. Ouais, on mémorise pas forcément un la ou n'importe quel jargon là-dessus, mais c'est vrai que le texte c'est important et c'est là où ils étaient très forts. Et je pense que je suis allé à bonne école, c'est-à-dire il faut que le texte soit lui-même aussi de la musique. Ouais, bien sûr. Il doit être à la fois de la musique, il doit être rythmique. Exactement. Il doit être rythmique. Ce qui caractérise, je trouve, votre musique beaucoup, c'est vraiment le rythme. Vous avez comme ça cette espèce de rythme qui nous suit un peu. C'était Michael Jackson à l'époque quand il faisait de la musique, il disait qu'il cherchait les rythmes du battement de cœur. Ouais, vous avez un peu ça dans. Ouais, mais vous avez pas tort. Vous avez pas tort. Je pense qu'on a tous un rythme interne. Oui, exactement. Ouais, comme il y a une horloge interne, il doit y avoir un rythme interne. Et j'aime assez ça. J'aime bien l'idée. Le rythme de Michel Fugain qui nous accompagne depuis des années. Alors, j'ai envie d'en écouter un autre morceau parce que c'est merveilleux la chanson. On arrive à raconter un conte de fées avec quelques mots, à raconter un court-métrage. Là, il y a un peu. Vous nous faites un peu basculer dans le Paris, comme dans Amélie Poulain. On écoute Paris. Paris, ville des amoureux, Paris, qui flânent en amoureux le long de la Seine, qui savent que Paris, Paris le jour, Paris la nuit, a toujours
protéger les gens qui s'aiment. Ça donne envie d'être touriste à Paris. Mais c'est une chanson pour les touristes. Bah, ça tombe bien, il y en a plein en ce moment. Les JO ont C'est bien une chanson fonctionné. pour les touristes. En Mais- fait, cette chanson, elle existe depuis très longtemps. Ouais. J'ai fait cette musique pour Sanda. Ah, bah bien sûr, que toujours. je connaissais, je l'ai connue il y a 22 ans. Et je voulais qu'elle chante. Et je lui ai fait cette musique, puis finalement, ça s'est pas fait. Mais le texte qu'avait écrit Claude Lemel, c'était Paris. Je lui avais demandé un truc Paris, parce que la musique, pour moi, elle sent Paris, quoi. Ouais. Et puis je l'avais pas utilisé il y a 4 ans, je la retrouve dans mon ordi. Je dis mais c'est joli ça, ce truc-là, et je vais faire un truc sur Paris. Et je cherche sur le net toutes les chansons sur Paris. Alors il y a toutes les vieilles, on sait ce qu'elles, Oui. on les connaît tous. Et puis il y a les nouvelles, c'est Paris tu pues, Paris je t'aime plus, Paris. Paris Bleu Et j'ai de dit Rap. non, c'est pas ça que je veux faire. Eh oui. Je veux faire une chanson sur le Paris éternel, le baiser de Douaneau devant l'hôtel de ville. C'est ça qui m'intéresse. Et effectivement, c'est tout à fait l'image qu'on a quand on écoute cette chanson. Mais on voit d'ailleurs, une espèce de promenade comme ça, main dans la main, Absolument. avec un sépia là, comme dans le cinéma. Et il y a des gens qui sont parisiens. Quand j'aurais fait écouter la chanson, je l'avais en avance, et ils vont dire ah putain, ça me fait aimer Paris. Mais justement, je trouve que c'est ça, vous dites pour les touristes, mais je trouve que ça fait tomber amoureux de nouveau les Parisiens de Paris, enfin les Parisiens, ou de l'Île-de-France, etc. Et je voulais pas faire promo là-dessus. J'ai dit je ne Ah fais ouais. pas. C'est cadeau. Je fais cadeau C'est de cette bonus. chanson. Ouais. Faites-en ce que vous voulez, que la ville fasse ce qu'elle veut, que les cinéastes fassent ce qu'ils veulent avec cette chanson. Mais je ferai pas de promo là-dessus. Ouais. Je me vois très mal, même pour mettre dans un spectacle. Au milieu de mon spectacle, je chante une chanson sur Paris. C'est- Ouais. Non, mais par contre, je le ferai autrement. Ah, il y aura des petites surprises. Ah oui, il y en a. Il y a des petites surprises qui nous attendent. Bon, j'ai envie de jouer avec vous, Michel, parce que je vois Allez. que vous êtes pétillant, plein d'énergie, voilà. Et je crois même qu'avec les années, vous avez encore plus d'énergie qu'avant, mais on y reviendra. J'ai envie de jouer avec vous. Je vous propose 3 mots qu'il faudra me caser dans cette émission. Et vous m'en proposez 3. Vous qui avez l'habitude de jouer avec les mots D'accord, des mais gens. faut que je les note. Mais non, mais je les ai. Je vais Oui. vous les noter. Bon, Bon, allez, je vais vous donner un mot que vous avez employé des milliers de fois. Oiseau. Pour le côté vertigineux, je vous donne cascade. Et stratifié, voilà. Je sais pas, ça sort de nulle part, c'est comme ça. Et maintenant, à vous, vous me sortez de votre esprit, de votre cœur, de tout ce que vous voulez, 3 mots. Que moi aussi, je Pendant devrais caser. l'émission ou tout de Ouais. suite? Non, pendant l'émission. Ah non, vous avez parce le que temps. Vous avez le temps. L'oiseau, on verra. Ouais. La cascade, on verra. Mais en tout cas, si vous me posez la question, je vous dirai. Pourquoi, si vous me demandez pourquoi je fais des chansons, je fais pas des chansons n'importe comment. J'aime les chansons qui stratifient précisément, qui doivent stratifier. Oh, voilà. Qui doivent stratifier, c'est-à-dire qu'elles restent, elles sont là, elles sont en référence. Il y a le truc qui sonne en même Ah temps. ouais, bah on est dans la musique, on n'est pas dans la musique. C'est techno ce truc. Ouais, on fait tout ce qu'on veut avec 2 bouts de papier. Et Ouais, mais faire c'est 2 vrai, heures. c'est vrai. Mais je vois arriver tous les trucs en cascade là. Oh là là, il va me les sortir d'affilée. Il est trop fort. Oui, parce que finalement, je suis un drôle d'oiseau. Vous allez voir. Alors, je dois dire, mon cher Michel, que vous battez le record. Voilà, double buzzer. Parce que vous êtes le premier à me les avoir sortis d'affilée en un coup. Voilà. Bah, derrière ça, moi, qu'est-ce que je fais? On peut Allez. parler. On peut Vous m'en dire. sortez 3 vous aussi? Allez, j'essaierai non, de les ça, caser. je saurais pas faire. Vous saurez pas faire? Non, Bon, je alors saurais c'est pas grave. Le jeu est parfaitement maîtrisé de main de maître. Non, on part du principe que j'ai gagné. Puis Vous basta. avez gagné. Allez, c'est bon, je vous donne la médaille. Voilà, je vous remets mon Oscar fictif. Oh, j'ai bien fait de Bon. venir, moi, cet après-midi. Et moi aussi. Bon, c'est pas tout ça, mais mon cher Michel, Oui. comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Il y a Michel qui nous glorifie, qui enlève son écharpe. On aurait pu mettre Oui. un petit jingle. Après, Ouais. donc, vous pouvez You intervenir. can leave your Voilà. head on. Voilà, un petit Joe Cocker par Michel Fugain. Moi, je suis aux anges. Alors, donc, vous pouvez intervenir pendant ce tapis rouge. Si vous me trouvez hors sujet ou que mes sources sont pas bonnes, si je sors des fake news, vous avez un petit buzzer qui est juste devant vous. Vous voyez, je vous fais utiliser la technologie. S'il y a fake news, j'appuie. Voilà, s'il y a D'accord. fake news, c'est pour moi. Donc, c'est parti. Le 22 mai 1995, Marseille, sur la grande scène du théâtre de l'Odéon, je m'apprête à chanter pour la première fois devant des centaines de personnes, avec toute mon école, la chanson « C'est un beau roman, c'est une belle histoire ». Un peu plus tard, dans la Honda Shuttle boîte mécanique avec radiocassette, Ouais, mais.
Ah non, mais je suis pas allé à l'Odéon. Ça, c'est pas vous, c'est moi. Attendez, pardon. que je vous dise comment moi je vous ai rencontré. Ah. Alors que moi, avec ma famille, donc, je suis dans la Honda Shuttle boîte mécanique avec radiocassette. Nous parcourons la Provence, où nous avons emménagé depuis Paris. À tue-tête, dans la voiture, nous chantons des chansons d'un certain Michel Fugain. Chaque morceau est un bout de poésie, et je me souviens avoir été particulièrement bouleversé par celle-ci. Moi qui ne suis qu'un petit grain de poussière, je crois souvent que je peux faire. Ah, j'ai beaucoup aimé faire cette chanson. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'écouter. Ouais, mais c'est extraordinaire. Ça, c'est les grandes surprises que m'a réservé Pierre Delanoë. Quand il m'écrit Bravo Monsieur le Monde, Ouais. le grain de sable. En très peu de temps d'ailleurs. Oui, mais ça, Alors- ça, c'est des trucs qui lui venaient de lui. Moi, j'ai jamais passé la commande de Bravo Monsieur le Monde, qu'on soit clair. Bien sûr, quand il me présente le texte, je l'embrasse très fort et je lui dis merci de me faire confiance, mon cher Pierre. Et le grain de sable, je l'attendais pas parce que pour tous ceux qui ont connu Pierre Delanoë, il rentrait par la porte, la pièce lui appartenait, Ouais, quoi. ouais. C'était Laura, elle allait vers lui. c'est quoi. l'alpha type, quoi. Et là, me donnant un truc aussi humble que ça, cette humilité qui dit je ne suis qu'un grain de sable dans l'univers, j'ai trouvé ça très fort, et ça me l'a fait aimer un peu plus. Parce que j'avais tellement de possibilités de le détester. Il était de droite, il était réac. Mais avec moi, il a jamais été. Il m'appelait son galopin, c'est vous dire. Et je crois qu'il était content. Il m'a toujours pris pour un crypto-gauchiste. Et je crois qu'il était content. Et il avait créé cette espèce de filiation. Il était le papa, j'étais le fils. Oui, c'était son fils spirituel, Ouais. artistique. Et il était content que son fils rue dans les brancards. Voilà. Il aurait bien aimé. Je connais bien Pierre Denis, je pense qu'il a pas rué dans les brancards. Mais voilà, c'est chose faite par vous, en moi, tout cas. j'ai pris le rôle. Alors pour vous dire la vérité, cette chanson que j'avais écoutée donc quand j'étais enfant, j'ai mis un certain temps avant de la retrouver. Et ça m'a fait ça m'a fait une superbe émotion de retrouver cette chanson. Donc cette chanson qui va être révélatrice de vous, de votre vie, de votre carrière, de chacun d'entre nous. C'est tous les grains de poussière qui font le monde, qui font une atmosphère. Nous sommes en septembre 1941. Cette fois-ci, je me penche vers vous. 41 Ah oui, attendez. Il ne fait pas bon être communiste ni un résistant dans la France pétainiste. Votre père, courageux et fier de ses idées, se fait arrêter et emprisonner. C'est lors d'une visite à ce moment-là de sa chérie que votre maman tombe enceinte de vous. En septembre 41 à peu près. pour que je naisse le 12 mai, Voilà. 42, Voilà. il y a une visite qui Je a suis été blonde, mais faite. je suis pas trop mauvaise en calcul. a Oui, priori. Donc, conçu en prison et pris d'une soif de liberté, vous faites comme l'oiseau qui veut traverser les barreaux. Vous naissez donc le 12 mai 1942 à Grenoble, ville de la noix, de la Bastille et des punks à chiens. Vous étudiez derrière les barreaux du lycée Champollion, derrière la fameuse place Gambetta. À la maison, on inculque des valeurs, on est brillant, on fait bouger le monde. Votre père est médecin, votre sœur va le devenir, médecin de la voix. Logiquement, vous vous dirigez vers la médecine, quoi. Mais vous allez devenir un médecin de l'âme grâce à votre voix. Beau mélange des compétences familiales, non ? Alors, oui, à la maison, c'était pas l'ordre établi. À ce moment-là, mon père, il se bagarrait. Il était au Fort Barreau, bien sûr. Il était prisonnier par Pétain, par les sbires de Pétain. Et puis, ma naissance a fait qu'il s'est démerdé pour profiter de ma naissance pour non pas s'évader, mais pour extorquer sa libération. Ouais. Et à partir de là, il rentre dans un réseau qui s'appelait Réseau Reims-Coty, qui était le réseau d'enseignement de l'armée secrète, quoi. Et mon père, c'était le commandant Mickey. Toute ma jeunesse, tous les mecs l'appelaient Mickey. C'est pour ça que vous appelez il Michel, s'appelle vous, je sais Pierre, pas. hein. C'est peut-être pour ça que vous vous appelez Michel. Non, je crois que je m'appelle Michel parce qu'il a eu un pote qui a dû défuncter, qui a dû mourir pendant les événements et qui s'appelait Michel. Et en l'honneur de bon, il s'en est passé cette époque. Bien sûr. Et donc il y avait pas, c'était pas l'ordre à la maison, c'était chacun se débrouillait. Et il y avait d'abord le combat à mener et qui s'est bien terminé pour lui, heureusement. J'aurais pu le perdre 100 fois, mais t'es malin, mon papa. Ouais, c'était un grand bonhomme. Très grand bonhomme. Donc effectivement, alors
comme je dis, vous deviendrez... C'est assez drôle, vous avez dit, c'est grâce à moi qu'il a pu se libérer. Ça, c'est joli ce symbole. Oui. Vous êtes synonyme de sa libération. Oui, beau. oui, mais bien sûr, en fait, quand je suis né, il était donc encore au Fort Barreau, et il a demandé une permission spéciale. Vous voulez l'anecdote totale ? Comme vous voulez. Ouais, c'est votre émission, vous je savez. vais la raconter, écoutez bien. Parce que Écoutez bien les auditeurs, on excuse l'anecdote totale. C'est très marrant. C'est très malin, en tout cas, de sa part. Il a toujours été branché sur le renseignement, donc il savait qui était qui, comment il fallait. Et il demande une permission pour ma naissance. Vous vous rendez compte, c'est mon fils, il vient de naître. Il lui donne une permission. Et il veut profiter de cette permission pour se faire libérer, quoi. Ouais. Ça va. Et il apprend, il veut rencontrer le préfet. Mais il y a comme secrétaire du préfet. Du préfet, le droit, chef de cabinet du préfet, dont il sait que ce chef de cabinet s'adonne à la poésie. Ah. Et il cherche un bouquin que le mec est censé avoir fait paraître. Il le trouve et il le met dans sa poche. Bien visible. Bien visible dans sa poche. Et il a rendez-vous avec le mec. Et le mec, il a aucune raison de libérer mon père. Sauf qu'il voit le livre. Il voit le livre. Il fait, vous aimez la poésie ? C'est trop fort. Trop fort. Et, c'est extraordinaire. Et il dit, oh oui, puis en ce moment, j'ai découvert un poète, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, c'est très beau. Il travaille très, très, très bien. Mais c'est super, ce symbole. Le mec, il a embarqué. Et ce cabinet, ce chef de cabinet du préfet, c'était Louis Hamad. C'est-à-dire le mec qui écrira pour Beko, l'important, c'est la rose, l'important. Tout est écrit, en fait, dans votre histoire. C'est incroyable. Ouais. On revient toujours à la poésie, aux mots, à la liberté. Et il y a une espèce de truc, le fatum, quoi, le destin. Le destin, pourquoi c'est Louis Hamad qui va faire plus tard des chansons pour Gilbert Bécaud que j'ai connu, bien sûr. Et c'est fou, il y a quelque chose. Il y a des étoiles qui se sont alignées d'une certaine manière. Oui, je crois que c'est nous les étoiles. Oui, c'est vrai. C'est nous les étoiles, et on se fréquente par affinité, par boum 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 boum. C'est vrai qu'on s'oriente vers là où on sent qu'on doit aller, effectivement. Ouais, je suis partisan il n'y a pas de hasard, quoi. Ouais, c'est ça, c'était écrit. Donc effectivement, vous ne le savez pas tout de suite, mais vous aussi, vous allez être un poète dans votre genre, vous allez chanter. Votre truc, d'abord, c'est le ciné. Ouais. Vous voulez devenir réalisateur, vous débarquez à Paris, vous commencez à bosser dans les régies, devenez assistant réalisateur, et puis vous connaissez pas grand monde. Alors, comment s'acheter une vie sociale et des soirées avec des gens un peu allumés, non, vous ne devenez pas trafiquant de drogue, mais révélation, vous vous inscrivez dans un cours de théâtre chez Yves Furet. On en parlera juste après la pub, le flash. Avec vous, parce que vous avez tellement de choses à nous raconter, mais il faudrait je voudrais vous recevoir. Voilà, et encore 4 heures, ça ne suffirait pas. On est avec Michel Fugain, c'est un vrai bonheur. Voilà, rejoignez-nous si vous avez envie pour une leçon de liberté, d'histoire et de rêve. À tout de suite après le flash. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 15h30, c'est l'heure du flash avec Ethanit Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour à tous. Des tirs de roquettes du Hezbollah ont fait 5 morts des ouvriers agricoles dans la région de Methoula, dans le nord d'Israël. Une personne a également été grièvement blessée dans ces attaques menées en début d'après-midi. La police israélienne a arrêté 3 Israéliens et a accusé d'espionner au profit de l'Iran, un à Bnei Brak et un couple à Lod. Une affaire qui s'inscrit dans une série d'actes d'espionnage révélés depuis une semaine par le Shin Bet. Le Hamas rejette une nouvelle fois l'idée d'une trêve temporaire dans la bande de Gaza au moment où des émissaires américains doivent arriver en Israël pour discuter d'un cessez-le-feu. Le Hamas soutient un arrêt permanent, pas temporaire, de la guerre
a rappelé un haut responsable du groupe terroriste à la presse. Enfin, la France enverra ce soir 30 tonnes d'aide humanitaire pour les personnes déplacées du Liban. Une annonce faite par le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, une semaine après une conférence internationale à Paris qui a permis de recueillir plus d'1 milliard de dollars d'aide à destination du pays. Merci Ethanit, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous, on est en excellente compagnie avec Michel Fugain. On refait le monde avec Monsieur le Monde. Radio J. Chaque matin à 7h40, vous retrouvez nos humoristes sur Radio J. Et si vous les retrouviez sur scène, le Radio J Comedy Club. Rendez-vous le mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces, avec la participation exceptionnelle de Philippe Lelouch et Sandrine Saroche. Réservation sur le site radioj.fr ou sur nos réseaux sociaux. Mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces. Radio J Comedy Club au Palais des Glaces avec le concours du Magen David Adom, mda-france.org. MDA France, Association au service de la vie. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je suis aujourd'hui dans ce Late Show de l'après-midi avec Michel Fugain, le patron, la légende. Voilà, l'homme qui nous a fait danser, chanter, qui continue de nous faire danser, chanter. Enfin, c'est toute génération confondue d'ailleurs. C'est un vrai plaisir de vous avoir et en plus, voilà, vous êtes... C'est aussi un plaisir quand on fait ce métier, car c'est un métier. Ah oui, évidemment. D'être bien implanté dans un peuple, dans mon peuple, le peuple dont je suis issu. J'adore ça. Ouais. C'est vrai il y a quelque chose avec. On vous sent comme si vous étiez de la famille un peu. J'imagine que les gens qui viennent vous voir ont une certaine familiarité avec vous. Ils vous considèrent un peu comme quelqu'un, un cousin. Je vous jure que c'est vrai. Il y a un contact particulier. Je sens que c'est pas le même que les gens peuvent avoir en face d'une vedette, un genre de star. Mais parce qu'en fait, vos chansons ont, je pense, accompagné beaucoup les événements de la vie des gens. Comme c'est des chansons festives, ou que ce soit des chansons festives ou d'ailleurs les chansons plus tristes. Je pense que c'est des chansons qui ont accompagné des moments cruciaux dans la vie des gens, peut-être des mariages, des naissances, des drames et tout ça. Et du coup, vous les avez accompagnés. Ouais. Et je prends l'avion souvent, puis j'habite en Corse. Et dans l'aéroport, je le sais, je le vois bien. Je suis en train de discuter, et les gens passent, ils font Michel. Merci, monsieur Fugain. Et je dis merci. Pourquoi? Mais parce que vous nous avez fait rêver, parce que vous. Et c'est là où j'en ai conclu qu'on était. Je redis cette phrase qu'on m'a piquée il y a peu. On va vous remettre vos lauriers. Laquelle? On est des décorateurs de vie. On est des décorateurs de vie. On décore les vies. Ils prennent ou ils prennent pas. On est des morceaux de papier, de papier peint, quoi. Et tout, chacun dans notre rôle. Je prends souvent l'exemple de Julien Clerc, qui est dandy, il est dandy depuis tout le temps. Eh ben, il y a une partie du peuple, où il y a même des moments de la journée du peuple où ils ont envie d'être dandy, ils ont envie de se faire beau, ils ont envie de faire les kékés. Et donc, c'est vrai que c'est ça d'ailleurs, c'est comme la playlist de la vie de chacun en fait. On est des facettes, des facettes d'un peuple. Ouais. Il se trouve que moi, on m'a collé cette étiquette. Au début, ça m'a un peu emmerdé. Je suis un peu réducteur. Laquelle exactement? Qu'est-ce qu'on vous disait? Genre de faiseur de fête, quoi. Je suis le préposé à la fête. C'est pas vraiment ce que j'ai dit. Hein. Non. Mais en tout cas, je comprends ce que vous voulez dire. Mais pour les gens, ça correspond à ça. Ouais. Soleil, liberté, machin. Ouais, c'est vrai. Et je te dis bien, au début, je trouvais ça réducteur, puis finalement, ok, ma facette à moi, il y a du soleil, il y a de la liberté, il y a des machins. Oui, les gars, c'est comme ça. Et, en même temps, c'est bien d'en avoir une de facette quand on est artiste. Oui, c'est ça. Il y en a qui des artistes et qui n'ont pas de face non plus, d'ailleurs. Mais c'est vachement bien. C'est émouvant. Moi, ça m'émeut. C'est ça, parce que en fait, c'est ça que vous suscitez, je pense, chez les gens. C'est à la fois le sourire et l'émotion, et c'est vrai que ça doit faire quelque chose en tant qu'artiste. On est des véhicules d'émotion.
on est là. Chaque chanson, normalement, est une émotion. Que ce soit une émotion positive. Vous qui vouliez à la base faire du cinéma, je vais y revenir justement, mais chaque chanson est un court-métrage en soi, en fait, est une petite On histoire. raconte une petite histoire, on raconte. Ou une grande d'ailleurs. Un grand mouvement d'âme, on raconte, quoi. Et ça ne vaut que pour ça. Ça ne vaut que pour ça, la chanson. C'est toutes les chansons. L'autre jour, j'expliquais à Sanda, Milord. Allez, venez, Milord. Et comme ça paraît, avec le temps, ça paraît très désuet, mais elle raconte une histoire. Elle raconte une histoire d'une fille qui est en train d'essuyer les verres derrière le comptoir et ou d'une peut-être un peu tepu. Et elle dit, venez, je vais vous tenir chaud, quoi. Tepu, on n'avait pas dans vos chansons. Un mec qui est Milord ou qui paraît un tout petit peu bourge et qui vient de se faire planter par sa nana. Ouais, bien sûr. Et ben, ça parle à tout le monde. Mais oui, mais il y a une histoire. Bien sûr, c'est ça. Bon, alors du coup, revenons à votre histoire à vous. Vous entrez dans ce fameux cours de théâtre, un peu comme ça. Non, toujours pas par hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Effectivement, et c'est là que vous faites des rencontres très importantes pour la suite de votre carrière, notamment. Mais c'est le premier jour. Dès le premier jour. Le premier jour, j'arrive et je vois un mec qui monte sur la scène pour présenter une scène des Jours Heureux. C'est une scène qui se présente beaucoup dans les cours d'art dramatique. Et il présente, et je le vois, et je le trouve très bon, et je lui le dis à la fin, j'ai dit, putain, t'es bon, toi. Et puis on devient copains, et on devient copains pour un moment, et il s'appelait Michel Sardou. Voilà. C'était un autre Michel, un enfant de la balle, comme on dit. Alors, lui, vraiment, enfant de la balle. Oui. Alors, il a une gueule comme son père, une gouaille comme sa mère, et donc vous partagez les 400 coups et 1001 aventures, dont une assez incroyable. Les gars, je sais pas vous, mais moi, je vais passer une audition chez Barclay. Oui, il y avait que lui qui voulait. C'est drôle, ça. Et on lui dit, mais tu vas faire quoi chez Barclay ? Je vais chanter une chanson de Johnny, comme quoi il a beau se défendre, il était fan de Johnny, et je vais chanter une chanson. Et là, il dit, et puis j'écris des textes. Patrice Laffont, qui faisait partie des quatre mousquetaires que nous étions, dit, mais moi j'écris des textes aussi. Et moi j'avais une guitare, et j'ai dit, mais on va te les faire, tes chansons. Inconscient complet. Je savais pas ce que c'était qu'écrire une chanson. Le lendemain, ça a commencé. Et là, c'est véritablement, donc c'est cette rencontre avec Michel qui a déterminé tout ça. C'est dingue. Le lendemain, j'ai découvert que j'adorais ça. J'adorais. C'était vraiment la première fois que vous faisiez ça. Chanter des airs, faire des airs, trouver des airs. Et bon, alors après, ça c'est devenu mélodiste, machin. Mais il n'empêche que joli mélodiste. Je faisais des airs comme ça. Et c'est vraiment la première fois de votre vie que vous aviez fait ça. Oui, absolument. C'est incroyable. Et oui, avant, on chantait McElroy de Botteshore. Mais j'aurais pu finir dans les pubs irlandais. Là, j'utilisais les 3-4 armeaux que je connaissais, et je faisais des airs avec ça. Et la première chanson qui est sortie de Michel, sur son 45 tours, super 45 tours, 4 chansons, les 4 chansons, donc je fais les 4 chansons de Michel, et le premier texte qu'il a sorti, c'est un texte de Patrice Laffont. Tout le monde a oublié ça. C'est un truc qui s'appelait le Madras. Ça n'a pas marché, et puis c'était normal que ça marche pas. Mais c'est incroyable, cette espèce de bifurcation. Les chansons, ça devait être édité. Donc, on m'envoie dans une édition qui s'appelait Nouvelles Éditions Barclay. Mm-hmm. Michel met 2 chansons dans une autre Marine, là où il y avait Tallard et Jacques Revaux. Mm-hmm. Et moi, je rencontre une dame qui s'appelait Rolande Bismuth et qui sera encore une juive. C'est la première qu'on évoque. À part moi dans ce studio, c'est la première qu'on évoque. C'est là que c'est vrai. Je vous ai pas suivi dans toutes vos émissions, mon cher Michel. Mais non, mais c'est là où je tombe dans les bras de tous les juifs thunes que j'ai adoré, quoi. Désolé, je suis pas de ce pays-là. Non. Les premiers que j'ai rencontrés, vraiment qui me. Il y en avait d'autres avant, mais c'était dans le cadre de la famille et tout ça. Mais c'est extraordinaire. Et Rolande me dit, et vous avez d'autres chansons, vous avez d'autres trucs à montrer ? Je lui montre, elle prend le téléphone, elle appelle Pierre Delanoë. Et 2 jours après, je rencontre Pierre, je lui joue mes petits morceaux, il m'en prend 2 pour Hugo Frey.
Wow. Et Hugues Roffray, qui est un autre éternel adolescent comme vous d'ailleurs. C'est incroyable. Et Hugues qui vendait des tonnes de disques à cette époque. 6 mois après, je reçois ce qui s'appelle la SDRM, c'est-à-dire les droits mécaniques de tout ce qui retombe des ventes de disques. Je regarde le chèque, je fais, mais c'est quoi ce métier? C'est quoi ce métier où on fait des trucs après son petit-déj et on fait des airs après son petit-déj, on touche ça. J'ai arrêté le cinéma immédiatement. Ah oui, c'était pas juste l'attente sur les plateaux, quoi. C'était aussi le montant du chèque qui... Effectivement, c'est pas tout à fait pareil au cinéma, des fois. J'ai arrêté tout de suite. Ah ouais. Et donc, alors, cette aventure, vous rencontrez Pierre Delanoë, comme vous dites, il vous prend des mélodies et il vous écrit aussi des chansons. Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Vous avez 27 ans, vous avez été étudiant en médecine, vous êtes chanteur depuis 2 ans et demi. Oui. Comment avez-vous découvert la chanson? J'ai découvert la chanson par hasard, puisque à cette époque-là, j'étais assistant réalisateur au cinéma. Et j'ai rencontré un copain qui s'appelle Michel Sardou, qui lui-même fait une carrière de chanteur. Et puis on a fait des chansons ensemble, et finalement c'est un engrenage dans lequel j'ai mis le doigt, et puis je suis resté. Et vous avez envie d'y rester? Oh, absolument. Dites-moi, Michel Fugain, après 15 jours d'Olympia, je crois qu'il faut faire un bilan. Qu'est-ce que ça vous a apporté, au fond? Je crois que ça m'a apporté, c'est pour ça que c'est important, ça m'a apporté 2000 personnes tous les soirs, un Olympia plein, et des gens qui ne me connaissaient pas. C'est-à-dire que ça, je l'ai entendu plusieurs fois, les gens entendent une chanson, et puis ils disent c'est lui qui a fait ça. Puis c'est comme ça, il y a un contact qui se crée, et finalement ça se passe bien. Mais qui c'est ce jeune homme tout calme, avec cette voix? Parce que j'ai un fils qui s'appelle Alexis. Ouais. Mais c'est la voix d'Alexis. Hein. C'est incroyable. Qui vous ressemble énormément d'ailleurs, votre fils. Ouais, votre copie conforme. Il a même choisi la même coiffure que vous à l'époque. Alors, ouais, je sais que je suis le père. C'est sûr qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ouais. C'est marrant d'écouter votre voix. Et alors, moi j'ai vu les images en plus. Et vous avez vraiment la dégaine du jeune premier, avec sa coupe un petit peu longue. C'est là où on s'aperçoit qu'on sait rien. À cet âge-là, on sait rien, on débute, on sait rien du tout. Il dit, ça me permet de me faire connaître ou je sais pas quoi. Et il n'y a pas de bagage, il n'y a que dalle. Alors que vous venez quand même de faire l'Olympia, quoi. Hein, malgré que vous n'ayez pas de bagage. Là, vous veniez de faire l'Olympia déjà. C'est très touchant ce passage. Et on entend encore une autre voix de vous, une autre énergie, un autre rythme. Vous parliez du rythme. De faire l'Olympia, qu'est-ce que ça m'apporte 2000 personnes. Ouais. C'est pas moi qui les ai apportés, c'est Salvatore Adamo. C'est Salvatore Adamo qui a puisque j'étais en anglaise de Salvatore, que j'aime beaucoup. C'est un garçon qui est formidable. Ben voilà, vous nous dites tout. Alors après ce passage-là, vous commencez cette carrière solo, puis 3 ans plus tard, 1970, on enfile sa plus belle salopette orange à fleurs, on prend quelques saltimbanques sous le bras, et ça devient... Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 1, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Au moment où vous alliez devenir vraiment une vedette éclatée, vous avez tout arrêté, vous avez tout remis en question et vous avez décidé de créer cette troupe, le Big Bazar. D'abord, pourquoi le Big Bazar? Pourquoi ce nom? Big Bazar parce que bazar humain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un personnage qui ressemble à l'autre, et ça me paraît très important. D'abord parce que les troupes ont en général tendance à être toujours uniformisées au niveau de l'homme ou de la bonne femme qu'on voit, puisque là c'est volontairement différent. Vous entendez cette différence dans la voix déjà, 3 ans plus tard? Il lui poussait une couille là. Mais je l'avais pas posé ce mot-là.
On sent tout de suite cette énergie, le manager d'équipe, voilà, le leader, beaucoup plus d'assurance dans... Putain, c'est terrible ce qu'on laisse derrière soi. mais au contraire, ça raconte votre histoire à vous. Hein. Et donc, c'est un carton absolu, hein, ce Big Bazar, bien évidemment. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, putain. Ouais, non, mais ça a été énorme. Mais nous, on n'a jamais profité de ça. Ah ouais? Jamais. On était au boulot tous les soirs, de 20h à 24h. On était vous n'avez pas pris le temps de déguster au 4e étage de l'Olympia. Non, vraisemblablement, quelques membres du Big Bazar ont dû traîner un tout petit peu avec des lunettes noires, mais moi pas. Bah oui, vous pouviez pas, vous gériez le truc, et puis... je rentrais à la maison le soir, à minuit, quoi. Non, pas à minuit, à 1h, parce après on allait bouffer, boire un coup. Mais ouais. Mais on n'attendait pas ça, on s'attendait pas. Vous étiez très visionnaire à ce moment-là, parce que c'était hyper original, ce concept en France. C'était en réaction au showbiz de l'époque. Ouais. C'est-à-dire à quelle mouvance en particulier? Non, mais il n'y avait pas de troupe. Ce qu'on avait eu comme troupe, c'était R. Mais R, c'était un spectacle musical sur les... Oui, et puis c'était américain, qui parlait de la guerre en Indochine, etc. Ok, mais il n'y avait pas de troupe formée. Une troupe qui devient un artiste en soi. Et est-ce que c'était original? Oui, c'était original. Mais ce qui est original, je crois que c'est la démarche... C'est un kibbutz. Hein. Chaque fois, les mecs, ils disent... Vous viviez en communauté? Non, c'était un kibbutz. On s'est jamais brossé les dents ensemble le matin. On bossait, mais... Oui, vous vous retrouviez pour le travail, pour l'art. On bosse. Mais chacun avait son... On sait que ce qu'on gagne les uns et les autres, on gagne tous la même somme, ce qui nous permet de pouvoir faire des budgets, pouvoir d'acheter du matériel, et ça sera essentiel quand on va avoir le chapiteau. On va prendre un chapiteau. Et puis des belles salopettes oranges aussi, il fallait acheter. Incroyable, quoi. Un chapiteau, et là, on a un théâtre ambulant qu'on installe une semaine dans chaque grande ville. Le bonheur absolu, quoi. C'est marrant d'ailleurs, parce que pour les générations qui sont nées après le Big Bazar, on a pu vous connaître comme Michel Fugain avec vos chansons phares évidemment, mais on savait pas forcément qu'il y avait eu tout ce folklore là. Donc moi par exemple quand je me suis rendu compte qu'il y avait eu le Big Bazar, je me suis dit mais incroyable, c'était très surprenant en fait. Mais c'était très hors du temps, quoi. Une espèce de truc hors du temps. Hors du temps, mais 5 ans quand même. Hein. Oui, 5 ans, exactement 5 ans. Et donc au bout de 5 ans, les troupes au bout de 5 ans, ça s'arrête. Vous voulez savoir pourquoi personnellement j'ai dit c'était fini, où je partais. On est à Ottawa. On joue dans. J'arrive avant avec le promoteur, j'arrive dans cette salle. La scène, c'est carrément un stade de foot, quoi. Hein, d'accord. Waouh, comme ça. Et le rideau de cette salle, qui est la salle du truc culturel, je sais pas quoi, une sorte d'opéra, machin. Il y a un rideau à tomber par terre, tellement il est original, il est beau, il est lourd, etc. Je regarde, je suis fasciné. Le Big arrive plus tard, il descend du bus, il arrive plus tard, il y a une porte au fond de la scène, il y a une porte sur le côté, elle s'ouvre, et je vois le Big rentrer, et je les vois aller directement comme ça. Ils partent sur leur droite et ils vont dans les loges. Ouais. Ils n'ont pas pris le temps de savourer l'émerveillement que vous avez ressenti. Et là, j'ai dit, c'est foutu, c'est fini, c'est des fonctionnaires. Ouais, c'est fonctionnaires. Et peut-être qu'ils ne l'étaient pas dans la tête, mais ils se comportaient comme des fonctionnaires. C'est ce qu'ils ont fait dégager d'eux. Et... un saltimbanque, normalement, il arrive sur une scène, il dit où est-ce que je vais travailler, c'est quoi mon domaine. Les coulisses, c'est le moins important dans un lieu. En général, elles ne sont pas dingues, ces même coulisses. Encore maintenant, moi, je m'en fous éperdument. Même si y a un placard à balai, je m'en cague parce que ça m'intéresse pas. On n'y passe pas de temps. Je vais y passer une demi-heure, je dis pas ça, quoi. J'ai rien à y foutre. Sinon, je passe mon temps avec les autres, à penser, à se monter, à s'encourager. Non, pas s'encourager, parce qu'il n'y a pas besoin. Oui, on va en récré. Oui, c'est plus pour avoir l'humeur. Oui, c'est ça que je voulais dire. Pour avoir l'humeur. Et Dieu sait qu'avec cette bande-là, l'humeur, elle vient très très vite. Hein. Elle commence avec le casse-dalle qu'on fait juste avant la balance.
C'est une équipe d'enfer. Alors, c'est vraiment... C'est quand même extraordinaire d'avoir pu vivre ça 5 ans, parce que je sais que c'est difficile d'avoir des troupes et de pouvoir gérer chaque personne. C'est pas évident quand même comme aventure. C'est pour ça que c'est complètement hors du temps, parce que des gens, des musiciens, des techniciens qui ne gagnaient pas ça, qui ne gagnaient pas ce qu'on gagnait dans le Big Bang, c'est-à-dire pratiquement que dalle. On a terminé, on était à 600 francs. C'est-à-dire l'équivalent de 80 €, quelque chose comme ça. On était tous à 80 €. Ouais. Même les techniciens dont le chef opérateur, qui lui travaillait à des prix qui n'avaient rien à voir avec ça, il a marché, ils ont tous marché. Les musiciens dont on sait qu'ils sont tellement chiants, mais là, ils n'ont pas fait. Là, c'était... comme ça. Vous avez créé un petit État, État égalitaire, comme ça, un petit microcosme. Kibbutz. Comme ça, ouais, effectivement. Voilà. Encore des Juifs. Alors après, évidemment, donc l'aventure s'arrête pour le Big Bazar, mais pas pour vous. Vous fondez une famille avec votre femme Stéphanie. Vous vous lancez dans la comédie musicale, dans la chanson militante avec le Chiffon Rouge aussi, et même une école avec les studios de la Victorine à Nice. C'est après, plus tard. Puisque j'ai utilisé une partie du Big Bazar pour aller travailler au Havre pour un spectacle où il y avait 800 personnes en scène. 800 personnes. Il y avait 8 quartiers de 100 personnes par quartier. Ça, c'est une performance. Et nous, on a fait des chansons pour une chanson par quartier. Il y avait 50 000 personnes devant. Hein. Il vaut mieux avoir plus de gens. Je leur ai tout fait. J'ai fait une bande-son. J'ai fait une bande-son au Havre qui mesurait 95 cm de hauteur moyenne à la fin de la guerre, d'accord ? C'est pour ça que j'ai imposé aussi un jour d'été dans un havre de paix. C'est parce que le principe, c'était la paix. On avait dit, on va parler de la paix. Ok. Oui. Et on a fait des chansons pour chaque truc. C'était complètement déjanté, complètement fou. Je leur ai tout fait. J'ai refait une bande son. J'ai calculé une bande son avec l'arrivée des bombardiers, des Stuka, des machins, et on avait 4 gros, des trucs gros comme la table, qui pointaient dans le ciel pour choper les avions et tout ça. Ah, ils y étaient, hein. Il y avait des vieux qui pleuraient, hein. En mode, parce qu'ils avaient connu. Bon, vous étiez en mode hollywoodien, mais sur la scène. Et en même temps, les 800 personnes. Les 800 personnes, c'est pharaonique. On avait travaillé ça en amont. Ouais. Les 800 personnes tombaient à terre en slow motion. C'est-à-dire, c'était complètement fou, quoi. Et sur la scène, il y avait, à la fin de la séquence, il y avait 800 personnes. Bon, c'était une ouverture de JO, un peu, votre truc. D'ailleurs, vous avez une de vos chansons qui a été utilisée pour des JO. Laquelle ? Le flambeau. Ah non, le Chiffon Rouge ? Non. Flambeau. Ah, sous un ciel flambeau. Voilà. Ah, le flambeau, ça c'était un gag. C'est un gag, mais ça a quand même été utilisé. Mais c'est un gag, c'est là où il y a la rouerie de notre métier. En fait, Patrice Laffont, qui est le fils de Robert Laffont quand même, qui était le fils de Robert Laffont, avait été en charge par son père de monter un truc d'événementiel, Laffont, avec les Jeux Olympiques d'hiver. D'accord. Et là-dessus, il arrive avec Coff, comment il s'appelle ? Jean-Pierre Coff, oui. C'est de la merde. Voilà, c'est pour ceux qui ont oublié. Et ils viennent tous les deux. C'est jambon. Ils viennent tous les deux et ils nous disent on fait un concours de la chanson, ça serait bien que vous en fassiez une. Nous, si c'est qu'on se met, c'est Patrice, c'est mon pote, et on se met à faire. Là, on écrit un texte, mais de quoi mourir de rire, sous un ciel flambeau, quoi. Et puis on dépose, on fait, et on fait.
Et la chanson devait être chantée par une nana, une espèce de sous-piaf, mais qui devait avoir des gentillesses pour le président du syndicat d'hygiène de Grenoble. Une sous-piaf, quoi. Une sous-piaf. Et on fait... D'ailleurs, si elle nous écoute. Et un jour, Patrice vient avec Jean-Pierre Coff et dit... Eh ben, vous avez gagné. Ah, c'est extraordinaire. Ben voilà. Ben vous avez gagné. En fait, c'est votre chanson qui sera prise, etc. Donc même vous, maintenant, vous y croyez, mais toujours pas, quoi. Oh, sûrement pas. C'est drôle. Mais c'est ça qui était formidable. Il n'y avait rien de technique. Mais tout était spontané, en fait. Mais il n'y avait rien de technique. Et en plus, ça marchait, donc... C'est-à-dire... Que demande le peuple? Oui, mais faut pas oublier que les saltimbanques, ça a quelque chose à voir avec la cour des miracles. Hein. Ouais. Et la magie aussi, ouais, bien sûr. Ouais. Alors viennent après les années 80 avec des émissions de télé style Mariti et Gilbert Carpentier, les Fugues à Fugain. Hein? Ah oui, je déteste ça. Ouais, c'est ça. Alors TF1, visiblement, c'est un monde impitoyable. Hein. C'est un peu le côté obscur de la force. C'était pas encore TF1. Ah non, c'était la première. Ah, c'était la première. C'est la première. Il se trouvait avec 81. Il y a eu un grand clash. Hop, là, ils ont mis à plat la télévision et c'était une espèce de présidence bicéphale de deux mecs, un télo de gauche. C'est pas forcément artiste, quoi. Oh, oui, voilà. Ils en avaient strictement rien à foutre. Et donc, il y a un moment, ils m'ont demandé, vous voulez pas prendre un truc? C'était tentant, il y avait oui, peut-être. C'est quelque chose que vous saviez, c'était dans vos cordes en tout cas. Oui, mais je me suis aperçu, c'est pas du tout dans mes cordes. Je déteste ça. Je suis pas un homme de télévision. Ouais. Je suis pas c'est autre chose que la liberté de la scène, j'imagine. Voilà. Il y a trop d'implications. Il y a trop de facteurs, trop de choses à. Et j'en fais la première et j'appelle la direction. Je fais bon, alors démerdez-vous, mais moi je vais pas le faire longtemps. Trouvez quelque chose parce que moi j'en vais. Et là, ils me rappellent plus tard, un petit peu plus tard, et ils me disent, je suis désolé, mais il faut aller au moins jusqu'au mois de février, quoi, parce que on n'a rien à mettre. On n'a rien à mettre. Oui, et ça a duré un petit moment, ça. Ça a duré de septembre à février. Ouais. Février, je mets la clé sous la porte et je pars aux États-Unis, voilà. Où ça, précisément? À Los Angeles. Très bien. Parce que pendant tout ce qui était l'atelier, pour faire danser, on utilisait de la musique américaine. Oui, il fallait aller sur place du coup, histoire de se. Donc, il y a un moment, j'ai eu envie d'aller là-bas pour voir, pour entendre, pour s'en imprégner, se nourrir de tout ça, de cette énergie-là. Donc, arrivé à Los Angeles, j'ai loué un piano. Je suis resté 3 mois et demi, je n'ai pas touché le piano. Ah. C'est la ville la moins inspirante de la Terre. C'est vrai que c'est pas très inspirant. Beaucoup de... Oui, non, c'est Los Angeles, beaucoup de studios et pas grand-chose en fait. Rien d'inspirant dans cette ville. Donc, finalement, c'est pour ça qu'en revenant, je suis revenu pour chercher mon diplôme du bac. Ah, on reviendra sur avec la ferme intention de retourner à UCLA. Ah. Pour faire des études de cinéma. Écoutez, on reviendra sur ces études de cinéma juste après le journal. Oui. On est avec Michel Fugain qui sort son album. Si je vous ennuie, vous me dites. Pas du tout. La vie, l'amour, etc. Voilà, vraiment, foncez, écoutez ce petit bijou de tendresse, de message, de réflexion, de bienveillance. On se retrouve dans quelques instants après le journal avec Michel Fugain pour le Annabelle Show sur Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Radio J. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Imo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J. Radio J. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 16h, c'est l'heure du journal avec Ethanit Belaïch.
Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Au 391e jour de guerre en Israël, des tirs de roquettes du Hezbollah ont fait 5 morts dans la région de Metula, dans le nord du pays. Un Israélien et 4 ouvriers agricoles étrangers ont été tués par l'une des roquettes qui a touché un champ en début d'après-midi. À leur côté, une personne a été grièvement blessée. Au total, 30 roquettes ont été tirées contre la Galilée lors de la dernière attaque du Hezbollah contre le nord de l'État hébreu. L'armée israélienne appelle de nouveau les habitants de Baalbek au nord-est du Liban à évacuer. Hier, une vingtaine de bombardements ont été menés sur la ville et ses environs par Tsahal. Tirs qui ont visé des infrastructures du Hezbollah. Par ailleurs, des avions de combat israéliens ont frappé ce matin des dépôts d'armes et des centres de commandement du groupe chiite en Syrie dans la région d'Al-Qusaïr, près de la frontière avec le Liban. Le Premier ministre libanais justement dit espérer une trêve dans les prochaines heures ou les prochains jours. Najib Mikati a déclaré hier à la chaîne locale Al-Jadid que l'envoyé spécial au Moyen-Orient des États-Unis, Amos Hochstein, lui avait laissé entendre qu'une trêve entre Israël et le Hezbollah était possible avant la présidentielle américaine prévue mardi. Amos Hochstein qui est d'ailleurs aujourd'hui en Israël aux côtés de Brett McGurk, conseiller du président Joe Biden, pour défendre une proposition de cessez-le-feu américaine. Pascal Sunshine. Ce plan dont les deux émissaires américains discutent actuellement avec Benjamin Netanyahou et un certain nombre de responsables israéliens, c'est donc un plan de cessation des hostilités entre Israël et le Hezbollah. Le projet d'accord qui est encadré par les États-Unis prévoit un premier cessez-le-feu de 60 jours au cours desquels l'armée régulière libanaise devra se redéployer au sud Liban et veiller au désarmement et au retrait du Hezbollah à 10 km plus au nord, au-delà du fleuve Litani. Tsahal devra parallèlement se retirer du sud Liban et cesser ses frappes au Liban, tandis que le Hezbollah ne devra plus attaquer Israël. Tout le dispositif qui sera mis en place vise à empêcher le Hezbollah de se réarmer et de revenir à proximité de la frontière israélienne. Selon le résultat de ces discussions aujourd'hui en Israël, Amos Hochstein devrait ensuite retourner à Beyrouth à la fin de la semaine. Et en attendant, Israël poursuit ses opérations et ses frappes contre le Hezbollah au Liban, mais également en Syrie. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Dans le sud-est de l'Espagne, les opérations de secours se poursuivent après les inondations meurtrières. Une région sous le choc après les plus importantes inondations à avoir frappé le pays en 50 ans. Près d'1 millier de militaires sont déployés sur le terrain, principalement autour de Valence, aux côtés des pompiers, des policiers et des secouristes qui cherchent à localiser d'éventuels survivants. Le dernier bilan communiqué par les autorités faisait ce matin état de 95 morts. 3 jours de deuil national ont été décrété. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, en déplacement à Valence, indique que les intempéries se poursuivent et appelle les habitants de la région à rester chez eux et à respecter les recommandations des services d'urgence. En France, Sciences Po Strasbourg suspend son partenariat avec une université de Tel Aviv. L'Institut d'études politiques de la ville a justifié cette décision en évoquant les positions de l'université Reichmann de Tel Aviv, jugée, je cite, profondément belliciste et dénuée de toute perspective humaniste au regard de la guerre en cours à Gaza. Ce boycott dévoilé avant-hier par les dernières nouvelles d'Alsace a été décidé lors d'un conseil d'administration il y a 4 mois, mais le procès-verbal vient tout juste d'être publié sur le site internet de l'Institut. Le ministre des Affaires étrangères a dénoncé la suspension de ce partenariat. Jean-Noël Barrot. C'est une décision qui est affligeante et qui me désole profondément. L'université, c'est le lieu du débat, de la tolérance, de l'ouverture sur l'autre. C'est le temple de l'esprit critique. Je suis moi-même universitaire et je tiens fondamentalement à ce que ces principes puissent être respectés. Je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas cette université qui aujourd'hui bombarde au Liban ou à Gaza, et que c'est d'ailleurs dans les universités israéliennes que l'on trouve les plus fervents partisans de la paix et de la solution à 2 États. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, ce matin au micro de nos confrères de RMC. Du sport pour terminer ce journal avec du tennis où la France est à l'honneur. 4 joueurs français sont encore au rendez-vous des 8e de finale du Masters 1000 de Paris, puisque Adrian Manarino a perdu son match face à l'Australien Jordan Thompson en 2-7 en début d'après-midi. À suivre notamment le duel entre Arthur Fils et l'Allemand Alexander Zverev à partir de 16h, puis dès 19h, Hugo Humbert contre le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial.
Merci Ethanit, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous pour la dernière partie de cette émission, le Annabelle Show avec Michel Fugain pour son album La vie, l'amour, etc. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis avec Michel Fugain, le mélodiste, la facette qui nous accompagne dans nos vies, comme vous l'avez dit vous-même. Faiseur d'air. Le faiseur d'air, de joie, de réflexion. Voilà, on vous retrouve avec ce nouvel album, La vie, l'amour, etc. Effectivement. Et donc, on parlait de ce parcours incroyable, ce passage par la télé qui vous a pas forcément plu et qui vous a ramené assez rapidement vers votre passion première, la chanson. Et c'est vrai que donc vous êtes revenu à l'album solo de nouveau. L'envie, la joie, l'énergie, vous l'avez toujours en vous, mais c'est vrai que vous avez rencontré des épisodes plus sombres dans votre vie, effectivement. Le tableau s'assombrit quand en 2002, vous perdez une facette de vous. Je t'aime pour ta passion. La moitié. Les longues discussions animées. Ces intenses moments de tendresse aussi. Je t'aime. Bon anniversaire. C'est ma fille ? Ouais. Oh non. Je t'aime pour ta passion. Les longues discussions animées. Ces intenses moments de tendresse aussi. Je t'aime. Bon anniversaire. Cette voix, donc, c'est celle de Laurette. Et cet amour qu'on entend, c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on retrouve dans toutes vos chansons. Et c'est, j'imagine, avec ce puissant témoignage, l'amour que vous avez transmis à vos enfants. Et évidemment, après cet épisode-là, il faut retrouver goût à la vie, s'évader. Vous trouvez comme port d'attache la Corse. C'est avant ça ? C'est depuis quand vous allez en Corse ? En fait, la Corse, ça date de 69. Ouais. Ouais. Je suis arrivé là-bas pour la première fois par l'intermédiaire de Corse. C'est un peu le même phénomène qu'avec les Juifs. Je rencontre un mec qui me dit « Tu connais la Corse ?» Non. Alors, il dit « Tu viens ?» Et il m'a initié à la Corse. J'ai été l'ami de Fortuné, car il s'appelait Fortuné. J'étais d'abord l'ami de Fortuné. Fortuné, il y en a chez les Juifs aussi, des Fortunés. Fortuné. Fortuné. Et puis, il y a eu l'épisode Big Bazar. Ouais. Puis, j'y retourne. Le Fortuné en question, il nous lâche, ou il va pas bien. Il se cache parce qu'il est pas bien. Mm-hmm. Et je tombe sur un autre qui s'appelle Pierrot. J'ai été l'ami de Pierrot pendant très longtemps, jusqu'au moment où je deviens Miguel. Oh Miguel. Miguel. Oh Miguel. C'est Et j'adore ce peuple. J'adore. Alors, et cette terre vous porte chance, puisque c'est là que vous allez rencontrer Sanda. Votre oui, soleil. Absolument. J'ai rencontré Sanda dans un piano-bar. Absolument. Ouais. Un piano-bar où elle sévissait très très fort, puisque elle faisait un tabac vraiment les gens, et elle remplissait la salle, quoi. Et je tombe sur elle, je trouve qu'elle a une voix formidable. On parle, on se met à parler, on devient des amis. Je sais ce que c'est que d'être ami avec une femme. Et puis un jour, on est allé bouffer dans une trattoria avec des potes et on a dû forcer un peu sur le Valpolicella et à la sortie, on est devenus deux amis, on est devenus amour-amant. Comme ces petits oiseaux là, les inséparables. Ouais. Voilà. Non seulement elle m'avait sauvé la vie, mais elle me sauvait l'amour aussi. Ouais. C'est joli ça. Ouais. Et à tel point que ça a vraiment cassé des choses, c'est-à-dire que parce que la mort de Laurette a vraiment plombé l'affaire, hein, d'accord ? Bien sûr. Chacun a essayé de se tirer d'affaire à sa manière. À sa manière. Stéphanie, mon ex-femme, a monté une association qu'elle gère très très bien. Et moi, j'étais pas impliqué là-dedans. J'étais mort. J'avais qu'une envie, c'était mourir. Et
Et Sanda, elle m'a sauvé la vie. Elle m'a tiré. Et au moment où... Relevé à la surface. Au moment où je pars, je quitte la maison, je dis, et si on allait en Corse? Et là, elle fait, oui. Et on est allé s'installer en Corse. Là encore, je peux vous raconter des trucs incroyables. et c'est vrai que donc, eh bien, cet amour qui en naissant auprès de Sanda vous redonne des ailes. Quand l'envie et le souffle de vie est là, vous êtes donc un résistant. Vous retournez au combat, chantez vos chansons, chantez la vie, l'amour, etc. De tout ce que j'entends de vous et de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on a écouté, vous êtes une âme généreuse et libre. On l'a dit depuis le début de cette émission, libre, la liberté. Je dirais un fugain. Un petit gars qui fugue, qui va là où il veut, qui traverse les barreaux de la prison ou de la cage pour voguer vers des flots où se mêlent les grains de sable. Que nous sommes tous, n'est-ce pas? C'est mignon un fugain. Oui, tu fais ton fugain. Mais justement, ce nom de famille qui veut dire des choses, je trouve. J'ai envie d'en savoir plus. D'où il vient? D'où il vient, surtout, qu'est-ce que vous avez transmis, vous, et qu'est-ce que vous ont transmis vos parents? Les valeurs qu'on se transmet dans votre famille. Quiz. Portrait craché. Un petit quiz portrait craché, mon cher Michel. D'accord. Voilà. J'ai des trucs à répondre? Ouais. D'accord. Physiquement, vous ressemblez plutôt à votre papa ou votre maman? J'ai bien peur de plutôt ressembler à ma maman. Oui, je suis plus Casali que Fugain. Fugain. Physiquement. Et moralement? Papa. Ah. Comme quoi, il y a un peu des deux. J'ai piqué partout. Ouais. Oui, je pense que c'est ça. Justement. Physiquement, j'ai un côté plus juif que savoyard. Parce que du côté de maman, incontestablement, maintenant je me fais plus de soucis. On devait d'ailleurs, avec Gilles Taïeb, il devait m'emmener à Jérusalem au musée. Il y a un endroit où on trouve tous les juifs de la et terre. vous deviez aller faire cette recherche? Oui, parce que du coup, vous ne le savez pas, Je sais pas. Parce que d'où vient votre maman, en fait? Mon grand-père s'appelait Casali, ouais. de maternelle. Hein. Ouais. Ma grand-mère s'appelait Alessi. Ouais. Et ma mère s'appelle Marie-Louise Esther. Et chaque fois que je dis ouais. Et t'as tous les juifs qui font oh bah alors. C'est bon. Oh bah. Et je pense que c'est des maranes installés qui sont allés se perdre au fin fond de l'Italie. Et ils ont dû faire une communauté juive là-bas. Mais bon, ma grand-mère, elle est morte avec un missel dans la main. Ah, sauf que tous ses enfants avaient un peu de juivitude dedans. D'accord. mais je reviens toujours à ça. Quand les gens me parlent du sang juif, etc., mais je dis, mais les enfants, la première diaspora, elle est tellement loin, elle est arrivée à c'était pas Massilia, c'était encore le Fossé. Fosséa. C'est arrivé. Et puis ces juifs-là sont partis. Qui peut affirmer qu'il n'a pas un peu de sang juif en lui? Vous allez faire des gens fâchés là, avec ce que vous dites. Mais oui, parce qu'ils sont partis dans tous les coins de France. Figurez-vous que Rima Hassan, elle a découvert qu'elle était 30% juive, paraît-il. Mais oui, mais c'est drôle parce qu'il y a une appli maintenant là. Il y a une appli. Oui, mais on peut. Il y a des tests d'ADN, effectivement. Vous pouvez. Oui, mais faire aussi. C'est tellement con que cette espèce de truc, ça me fout hors de l'avant. Ok. Il y a des bourrins, mais d'ailleurs, des bourrins, c'est une chanson. Il y a une chanson qui s'appelle Les Bourrins. Je sais bien qu'il y a des bourrins, mais il y a des limites à la bourrinerie, quoi. Ouais, la bourrinerie, c'est beau. Vous dites, voilà, c'est encore soft, les bourrins. Il y en a qui disent les cons, mais vous, c'est les bourrins. Il y a les blaireaux aussi. Chacun a son. Au spectacle, je dis, hein, alors, nous, on a con, petit con, grand con, gros con. Ouais. Vous prenez tout ça, vous mettez dans un sac, c'est marqué bourrin. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Et puis, ça fait. Ça fait l'affaire. Alors, je veux savoir, du coup, dans cette famille Fugain ou Casali, peu importe, c'est quoi le trait de caractère qu'on se transmet de génération en génération, que vous avez eu de vos parents et que vous-même vous sentez avoir transmis à vos enfants? J'espère, j'affirme en espérant en même temps, mais je dis l'humanisme. C'est-à-dire, on est des humanistes.
m'en fous, moi, des étiquettes. Il n'y a pas de dogme, pas de religion, rien. On n'a rien. On aime simplement l'humanité. Mon père était comme ça, il aimait l'humanité, il l'a soigné puisqu'il était médecin. Ouais. C'est son combat idéologique et de métier. J'ai jamais vu. Mais il n'avait pas besoin d'avoir un dogme au-dessus de lui pour être ce qu'il était. Il était comme ça. Et je me vois encore avec ma sœur chialant quand ils ont dévoilé la plaque d'une place à Vorep où il a été médecin pendant 7 ans. Et c'était Docteur Pierre Fugain, humaniste. Ils n'ont pas mis ancien résistant, machin. C'était humaniste. Ça résume tellement tout. Ouais. Et avec ma sœur, on est parti en larmes parce que c'est exactement ça. Tout ce qu'on a. Ça ferait un beau titre de chanson, ça, humaniste. Non, c'est vrai. Oui, je sais pas. Je me méfie des trucs qui disent tout dans le titre. Ah oui, effectivement. Laissons le suspense. Alors, vous avez raison. Et j'espère que jusque-là, j'ai pas été contredit par ma vie, la vie que je mène, etc. Si je suis piqué un truc, c'est l'humanisme, quoi. Si vous étiez une chanson, ce serait laquelle ? Si j'étais une chanson, eh bien, j'ai bien peur d'être obligé de prendre une chanson que j'ai faite avec Pierre Delanoë qui s'appelle Chante. Ouais. Chante comme si tu devais mourir demain. Et qui dit, en gros, ce qui me paraît essentiel, c'est-à-dire faut vivre à fond. Tout ce qui passe. C'est-à-dire une chanson, je rentre avec dans le spectacle, je rentre avec Chante et je finis avec Chante. Non, mais cette chanson, elle est extraordinaire. Elle nous parle tellement à tous. C'est vraiment la chanson qu'on a envie de se mettre quand. Moi, j'ai mon grand-père qui disait que tant que c'est pas bien noir, ça peut pas s'éclaircir. C'est un proverbe yiddish. Donc, je trouve que cette chanson résume tout à fait ça. Chante comme si c'était voilà. Et on a tous été bercés par ça. Je le dis, je l'adore, celui-là. Ah, elle est bonne, hein. Voilà, je rends hommage à mon grand-père. Yank, lui, il était de Pologne, pour le coup. J'ai envie de finir avec, justement, on a parlé de vous, enfants, comment vous avez observé le courage de votre papa, et puis vous, en tant que parent aussi, comment vous avez transmis aussi des valeurs à vos enfants. Est-ce que vous pouvez me répondre à ces... Je vais vous demander de compléter des phrases que je vais vous donner. La clé du bonheur, c'est... L'amour, amitié. Pour que l'amitié fonctionne, il faut beaucoup d'amour. Ah, l'amour, c'est... Ouais, même pour mes amis qui sont des mâles, des beaux mâles, c'est de l'amour amitié, oui, absolument. Je vois avec toute ma bande... on se quitte, on dit je t'aime. Ah, c'est mignon. Ouais, et sans que ce soit connoté, on est bien d'accord. C'est je t'aime, j'aime ce que tu es, j'aime ce que tu fais, j'aime le fait de t'avoir dans ma vie et ne jamais se priver de ça, quoi. C'est tellement bon. Et pour finir, dans la vie, tu ne dois jamais oublier que d'abord ça passe vite. C'est le cas de cette émission d'ailleurs qui s'achève. Il ne faut jamais oublier que ça passe vite, jamais oublier qu'on n'est pas seul, même si, et là je prends ma devise, c'est pas parce qu'ils sont les plus nombreux qu'ils ont raison. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas avoir, on garde son quant à soi, son esprit critique. Et esprit critique, ça ne veut pas dire on critique tout. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on... Son libre arbitre et... son libre arbitre. On est libre. La liberté. Voilà, on finit sur ça, la liberté. C'est la boucle qui se boucle. N'a pas de prix. Merci infiniment, Michel Fugain. Je vous souhaite un énorme succès avec ce merveilleux album, La vie, l'amour, etc. Merci, Annabelle. C'était comment ? Salut à tous. Allez, je vous laisse avec le Club Imo de Marc Ezrati. Et moi, je vous fais des gros kiss-kiss.